Niger a pris le dessus dans l'agenda de la CEDEAO et ceci peut se comprendre vu l'urgence et la façon par laquelle le putsch est arrivé au Niger. Et donc, on peut bien comprendre, et c'est aussi ça le risque, justement, et ce que craignaient beaucoup de gens, beaucoup d'analystes craignaient que la CEDEAO soit plutôt appelée à régler le cas nigérien. Justement, à cause justement de sa spécificité, de l'urgence et le fait que ça venait, le cas nigérien venait rajouter à cette spirale de putsch dans la sous-région. Et donc, on est tenté de comprendre justement qu'aujourd'hui, la CEDEAO a levé un peu le pied. C'est pourquoi je pense par exemple qu'il y a une utilité, plutôt une nécessité de regarder dans ces différentes transitions ouvertes, notamment en Guinée où on semble peut-être pas faire un peu comme le Mali et le Burkina. Et cela se comprend même dans le discours de soutien que le colonel a fait au Niger et ce qui la délégation nigérienne. Donc il est urgent que la CEDEAO, en tout cas, réoriente aussi ses efforts sur ces trois transitions. Absolument, puisqu'il faut rappeler que ce soit les Nations Unies, la France ou d'autres, donc la communauté internationale, ces entités-là jugent un peu de ces transitions à l'aune un peu de ce que dit l'action de la CEDEAO. Donc il faut continuer à regarder de ce pas. Bon, après la CEDEAO, quand on regarde un peu, il y a une scission à l'intérieur de la CEDEAO, vous voyez. Oui, bien sûr. Sur le cas nigérien, vous avez des acteurs qui ne voudraient pas que l'on intervienne militairement au Niger. Donc, ça pose justement la question de se concilier sur une posture qui soit une posture unique. Une posture unique. Mais au même moment, peut-être Garay, au même moment, il est important que la CEDEAO, c'est vrai que la préoccupation première en ce moment de l'institution sous-régionale, c'est le Niger, mais pour autant, il ne faut pas oublier qu'avant le Niger, il y a 3 autres pays en transition où il n'y a pas forcément de consensus de gestion, en tout cas consensuelle de ces transitions. Oui, bien sûr, d'où la nécessité pour l'organisation sous-régionale d'avoir une approche globale tout en restant en alerte par rapport aux autres pays de la sous-région, puisque aujourd'hui on a l'impression que tous les efforts sont consentis dans le cas nigérien, et alors que dans les autres pays en transition, ils sont mis de côté, il n'y a pas de lisibilité. Après, on a l'impression que ces pays-là sont jetés à l'oubliette et finalement les pays en transition comme la Guinée, le Burkina et le Mali sont en train de faire exactement ce que bon leur semble. Ça, il faut le dire. Donc pour l'institution, je pense que ça a toujours été comme ça. Dès qu'il y a un coup d'État dans un pays nouvellement intervenu, l'institution se focalise sur ce pays avec des approches qui, à mon sens, ne sont pas forcément les bonnes approches, parce que dans le cas nigérien... Comment pas les bonnes approches? Oui, bien sûr, parce que dans le cas nigérien, on a vu la CEDEAO déployer toute sa force là-dedans en essayant de mettre dans le même panier les sanctions. Les sanctions. Mais écoutez, le Mali a survécu, le Burkina, la Guinée. Bien sûr, il y a eu des packages de sanctions. Le Mali a demandé pardon pour lever les sanctions qui ont été infligées à ces pays, mais pas pour autant que ces pays ont sombré. Et je pense que dans le cas nigérien, vous ne pouvez pas défendre cela quand même. Je ne suis pas en train de défendre le Mali s'est plié en 4 ans. Quand vous vous exprimez comme ça, les sanctions doivent être graduelles. Si vous prenez toutes les sanctions de la même manière, oui. Je le dis, même si ça a été graduel là, mais après, le pays a survécu. Oui, mais parce que la junte s'est pliée en 4 ans, il y a eu des demandes de démarches, les sanctions ont été levées progressivement, et la junte est revenue à des meilleurs sentiments. Je suis sincèrement désolé, même si dans le cas guinéen... Donc la solution, c'est pas les sanctions. Oui, c'est les sanctions, mais la façon de les déployer ou de les employer fait défaut. Il faut justement être assez raisonnable dans le cadre du déploiement des sanctions. Ça, c'est très important. Mais après, vous prenez une sanction et vous partez avec le cœur. Vous dites que vous allez faire intervenir votre force d'interposition. Si je vous écoute, c'est comme si vous demandez à la CEDEAO de caresser ses pushistes dans le sens des poils, de faire ami-ami avec eux, en tout cas de faire chatmite, comme on dit, voilà. Ce qui est de mettre la pédale douce. Ce qui est déjà fait.
est déjà fait. Mais maintenant, sauf qu'à un moment donné, Diarraï, comme Tinibou l'a promis à Bissau, il faut bien que la CEDEAO montre ses dents, il faut qu'elle montre qu'elle a des crocs et qu'elle peut mordre. C'est cela qu'il s'agit, Diarraï. Et maintenant que l'institution est en train à tout moment, on ne peut pas caresser les gens dans le dos. Mais écoutez très bien. Maintenant que l'institution est en train de montrer ses dents, et du côté de Niamey, la junte aussi est en train de montrer ses dents. Parce que l'institution a pris des sanctions. L'institution a pris des sanctions. Parce que le constat, Diarraï, c'est que justement, puisque quand vous soutenez une telle thèse, c'est que vous êtes pro cette opération de défiance aujourd'hui des 4 transitions à l'égard de l'institution. Pas du tout. Oui, ce que la CEDEAO a à les 4 pays sont dans la défiance à l'égard de la CEDEAO. C'est d'offrir le package habituel qu'il a offert aux putschistes pour justement aller dans le cadre de la négociation. Puisque l'institution se dit aujourd'hui pour la négociation, et je ne vois pas qu'en refusant ce package aux putschistes nigériens qu'ils ont accordé aux autres putschistes, qu'ils parviendront à aller vers cette négociation. C'est pas du tout possible. Déjà, l'option militaire, il y a eu des réticences. Quand vous prenez Washington n'est pas sur la même ligne, n'est pas encore sur le ton, dans un ton dur, comme la France. Mais bien sûr, il y a d'autres États qui ne sont pas là-dedans. Même au sein, le cabinet le disait, même au sein de l'institution, il y a des gens, il y a des controverses. Oui, mais attention, l'opération militaire, elle se prépare en arrière-plan, parce que le Sénégal commence à masser ses troupes vers Thiès. La Côte d'Ivoire va prendre le lead. Finalement, c'est ce qui se susure. Finalement, il semble que la Côte d'Ivoire va prendre le lead des opérations en lieu et place du Nigeria. Ça veut dire que cette option militaire n'est pas écartée. Ce qui est une... en tout cas, une mauvaise option. Parce que ça va créer un embrasement total dans la sous-région. Il faut penser aux populations qui seront éprises. Ce sont des attaques ciblées, vous allez voir. Ce sont des attaques qui seront en manque de paix et de pain. Ciblées. Il faut y penser, c'est très important. Bien, allez, plutôt Mamadouri, on parlait de cette CEDEAO qui semble être absente, qui semble en tout cas ne pas tant se préoccuper des autres pays en transition. Alors, je pense que c'est une question d'urgence. Voyez-vous, pourquoi d'abord Patrice Talon qui était annoncé n'est pas venu? Parce que Patrice Talon, son pays est frontalier et voisin au Niger, où le coup d'État est arrivé. Donc, une fois que c'est comme ça, il est préoccupé de la situation qui se trouve à ses frontières, ça c'est un. Deuxièmement, je pense que dès que c'est arrivé, Tinibou l'a en quelque sorte mis sur le coup, confisqué, il l'a mis sur le coup. C'est d'abord lui qui était censé aller à Niamey. Et puis après, il y a eu la mission avec le religieux donc, de Sokoto et puis l'ancien président du Nigeria. Et il faut aussi se rappeler que justement, beaucoup d'importations, notamment en denrées alimentaires, venant au Niger, passent justement par le port de Cotonou, donc qui a fermé ses frontières avec le Nigeria. Donc il est censé gérer au quotidien la situation de ce côté-là. Et deuxièmement, pourquoi on a l'impression qu'on a relégué la question de la Guinée et du Burkina au Mali? Non, c'est pas qu'on les relègue, mais c'est une situation imbriquée. Non, elle est imbriquée non seulement, mais vous choisissez entre la diarrhée et je ne sais pas quoi d'autre. Vous gérez votre diarrhée quand elle arrive et vous oubliez le dossier que vous gériez sur le chemin. C'est-à-dire que quand la diarrhée vous trouve sur une priorité, vous laissez ça d'abord, vous allez régler ça. Et c'est comme une diarrhée qui donc s'en prend à notre sous-région. Voyez-vous, parce que ce qui arrive au Niger, si elle passe, c'est un coup d'état foutaise. Non, mais c'est un sérieux problème. Donc je pense que c'est ce qui fait qu'on priorise le problème du Niger. Parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, je le répète, il y a une sorte de pacte, un pacte des putschistes qui se met en place, donc qui se comportent comme des conquérants. Il faut donc couvrir toute la carte géographique de l'espace CEDEAO, d'où donc les missions et autres, les bizoutages vis-à-vis du Niger. Et donc c'est un sérieux problème, donc il faut cerner le problème du Niger pour ne pas que ça devienne, faut se serrer les coudes. Pour pas que ça devienne un cancer, parce que justement c'est les hommes en treillis contre les présidents civils. Donc je vois pourquoi il y a toutes les énergies qui sont focalisées sur le cas du Niger. C'est aussi simple que cela. Maintenant, s'il n'y arrive pas, ça va faire l'effet contagion, ça pourrait continuer. Pour moi, c'est ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont oublié le cas des autres transitions. Mais dans le même temps,
ils ont quand même un regard sur cette transition parce que on regarde comment ça évolue. Quand en Guinée, par exemple, on fait le compte-rendu de l'évolution des activités sur le RAVEC, le RGPH et les autres, il y a des comptes rendus. Quand au Mali, on projette les élections et tout le reste, et la constitution adoptée, il y a un regard sur l'évolution, ainsi qu'au Burkina. Sauf qu'au Mali, par exemple, on s'achemine vers une prolongation de la transition, encore une fois, une deuxième ou troisième prolongation. Oui, c'est ce qui semble se profiler. Et donc la priorité reste le Niger et elle ne peut être que cela. Surtout quand aujourd'hui, justement, les messieurs du Niger, ça me revient, qui menacent quand même de poursuivre Bazoum pour soi-disant haute trahison. Bon, la question que je me pose, d'ailleurs très ridicule, c'est on va le poursuivre devant quel tribunal international? Parce qu'ils l'ont utilisé dans leur discours, dans leur narratif. Est-ce que c'est le tribunal international de la Russie ou de la Corée du Nord? Parce qu'à ce que je sache, en termes de condamnation, toutes les opinions africaines et internationales condamnent. Donc devant quel tribunal à l'extérieur vous allez placer Bazoum pour soi-disant trahison ou tous les délits qu'on lui a reprochés entre autres. Bref, je pense que le Niger reste et resterait encore une priorité tant que la question n'est pas résolue. Bien. Talibé, peut-être, oui, cabinet, tu voulais rajouter? Non, je voulais rajouter à la suite de Ori que justement la mise en agenda des crises se fait en fonction de l'urgence, de la spécificité, de la temporalité de celle-ci. Donc on peut bien comprendre que la CEDEAO soit aujourd'hui assez préoccupée par ce qui se passe au Niger, mais encore une fois, comme l'a dit Ori... Oui, mais elle ne doit pas mettre tous ses pieds dans le même basket. C'est important de s'occuper du cas le plus urgent, en tout cas de trouver le remède qu'il faut, mais au même moment, parallèlement, la CEDEAO peut, en lieu et place de Patrice Talon, la CEDEAO peut dépêcher un autre président. Bien possible. Je pense que les pendants locaux de la CEDEAO suivent justement cette Madabio peut bien faire l'affaire, peut faire le tour des trois palais, d'autant que c'est un ancien putschiste qui donc a l'étiquette qu'il faut pour parler à ses jeunes frères. Il est aussi à considérer. Bien sûr. Il est aussi à considérer que dans ces pays-là, en Guinée, au Mali, au Burkina, que les activités se font. Par exemple, ici, on doit parler justement, peut-être si le temps nous permet, du RAVEC. Le Mali, ça bouge. Mais il ne faudrait pas non plus que l'on donne l'impression, je veux dire que les autorités de ces pays donnent l'impression que si la CEDEAO lève le pied, il n'y a plus rien, on fait ce qu'on veut, puisque ici, par exemple, on a du mal à véritablement construire une dynamique inclusive. Et là-dessus, la CEDEAO, elle est entière là-dessus. On ne fait pas assez. Je crois qu'il faut construire à l'interne des consensus, des dynamiques qui permettent justement d'aller très vite. Très vite, oui, Talibé. C'est comme si... Je proposais par exemple, voilà, Madabio, c'est juste une proposition qu'un ancien putschiste qui pourrait venir, en tout cas, faire le tour des trois capitales pour, en tout cas, passer le message de la CEDEAO, le message de fermeté sur le respect des trois transitions. Aboubakar, le coup d'État au Niger, c'est comme une sorte de pain béni pour les trois autres transitions, Mali, Guinée, Burkina. Bien. Vous avez vu que avec quelle hargne Tinibou a pris fonction. Ensuite, s'est tenu ce sommet Troïka présidentielle +1 le 18 juillet. Et aussitôt, Talon devait donc venir tenir un langage de vérité à ces trois transitions pour dire faites vite parce que on en a assez de vous voir tourner en rond par rapport aux différents chronogrammes de vos différentes transitions. Donc finalement, lorsqu'il y a une situation au Niger donc, qui débranche la CEDEAO de ces trois autres transitions, Mali, Guinée, Burkina, ça, donc, quelque part, ça sert les intérêts, ça sert l'agenda de ces différentes gentes qui donnent l'impression de vouloir, en tout cas, déborder des délais convenus avec la CEDEAO. Et donc, ça, dans un premier temps, c'est comme si on souhaitait qu'aussi longtemps que cela pourrait durer, que la CEDEAO reste embourbée dans la crise nigérienne, pour donc se détourner de la crise des trois transitions. Aboubakar, le deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, cette CEDEAO, elle est tellement dans ses petits souliers que ces trois transitions, déjà, comment dirais-je, dans le viseur de cette CEDEAO, se portent comme soutien
à la junte nigérienne pour davantage narguer cette même CEDEAO à qui on fait donc une sorte de bras d'honneur pour dire vous avez dit que plus de coups d'État, nous vous en avons servi un. Alors aujourd'hui, cette CEDEAO est sur le qui-vive, elle est sur une pente glissante, craignant qu'il y ait un autre coup d'État, un autre et un autre. Donc aujourd'hui, moi je pense que il n'y a pas trop à tergiverser. La CEDEAO, certes, elle est embêtée par ce qui se passe au Niger, mais il ne faut jamais oublier que c'est d'abord parti du Mali, ensuite du Burkina et puis de la Guinée avant de toucher le Niger. Et le Niger, ce n'est pas pour demain que ça se réglera. Alors, si vous oubliez les transitions guinéennes et autres, vous encouragerez les Nigériens, qui sont en train de se battre pour s'ancrer, vous les encadrez à faire 3 ans comme Mamadi, 4 ans comme Mamadi, 5 ans comme Assimi Goïta, etc. Parce qu'au Mali, voilà, on n'est plus dans une transition, on est dans un mandat présidentiel. Allez, ce message pour le Toro Lissa, avant de partir du côté des États-Unis, il est temps de lever le voile sur les agissements de la CEDEAO, une institution qui, depuis sa création, n'a jamais véritablement défendu les intérêts des peuples qu'elle est censée représenter. En réalité, la CEDEAO semble être une coquille vide, incapable de répondre aux attentes de ses citoyens. Allez, c'est là-dessus donc que nous prenons la direction des États-Unis, d'où